Écoutez, je crois la leçon de base à retenir, c'est que les systèmes agricoles sont avant tout des systèmes vivants. Vous utilisez de la terre, vous utilisez de l'air, vous utilisez du soleil pour aider une petite semence à se transformer en une plante qui a de la valeur. Ça, ce sont des mécanismes qui ne se contrôlent pas de la même manière que la production d'un téléphone mobile, par exemple. Ce n'est pas un mécanisme industriel, c'est un mécanisme agricole. Le problème avec l'agriculture peut se résumer de la manière suivante. Vous pouvez apporter une perspective industrielle et alors ce que vous allez faire, c'est prendre le lopin de terre, le nettoyer complètement, qu'il n'y ait plus une seule plante dessus. Puis vous allez mettre dessus des semences hybrides à haute performance. Vous allez protéger ces semences contre leur environnement en utilisant des herbicides et des pesticides divers. Vous allez les nourrir avec des engrais choisis. Vous allez placer une pompe pour aller chercher de l'eau dans un aquifère pour lui donner juste l'eau qu'il faut. Et peut-être que vous allez même mettre un filet en plastique par-dessus pour protéger cette pauvre petite semence d'un soleil trop efficace. Oui, ça marche bien, mais cela coûte une fortune. Et ce que je viens de décrire est un système dans lequel l'homme n'intervient pas. Ce sont des tracteurs, des pompes, des usines qui fabriquent des produits chimiques ou des engrais, des camions qui apportent ces produits chimiques et ces engrais sur le champ qui interviennent. C'est-à-dire, ce sont des choses qui demandent beaucoup de capital pour acheter et beaucoup d'argent pour faire fonctionner. Or, quelle est la denrée qui manque le plus cruellement? C'est le capital et l'argent, justement. Alors, placer sa foi dans un système agricole basé sur ce modèle-là, qui, s'il a fait ses preuves en Europe, aux États-Unis, en Ukraine et en Australie pendant quelques décennies, commence de plus en plus à montrer qu'il a d'énormes défauts, est une erreur capitale. Il faut mieux regarder en Asie. Comment est-ce que ces pays-là ont réussi à passer du stade de pays hyper pauvres au stade de pays développés en 2 générations? Regardez Taïwan par exemple, ou la Corée du Sud. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces pays étaient plus pauvres que le Madagascar actuel. Moins de gens savaient lire dans ces pays que dans le Madagascar actuel. En plus de ça, l'infrastructure était dans un pire état parce que la guerre, ça fait des dégâts. Pourtant, de nos jours, la Corée du Sud et Taïwan sont des pays aussi développés que la Belgique et la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont misé sur des grandes plantations avec plein de tracteurs? Non. Ils ont fait une réforme agraire. Chaque petit paysan a reçu titre pour 2, 3, 4 hectares de terre. Après, chaque petit paysan a reçu les conseils avisés d'universitaires spécialisés, formés dans les techniques agricoles, qui leur ont expliqué quelles techniques utiliser pour protéger leurs plantes, comment choisir les plantes à planter, comment sélectionner le meilleur matériel génétique, comment s'occuper de la terre, comment se protéger des maladies, etc., etc., etc. Mais après, c'était tout. Après, c'était chacun pour soi. Chacun des petits paysans recevait la terre et chacun des petits paysans recevait les conseils. Mais si ce petit paysan voulait bien gagner sa vie et avoir un peu d'argent d'abord pour acheter un bol en plastique, et puis un peu plus pour acheter un vélo, et puis après pour acheter une moto, et puis après pour se construire une maison, acheter une voiture, une télé et tout le reste, c'était à ce petit paysan de travailler et de se débrouiller, d'utiliser le savoir que lui a donné l'État en combinaison avec sa propre tête pour améliorer le rendement de ses champs. Et ces pays sont passés en quelques années d'un rendement agricole aussi bas que ce que vous trouvez dans les pires pays africains actuellement, à un rendement absolument extraordinaire. Et à quoi ressemblaient ces paysages? Ces paysages ressemblaient à des jardins. Ce n'était pas un champ avec tout coupé, parce qu'il faut des tracteurs pour ça. C'était des systèmes complexes, avec des arbres, des buissons, du riz en dessous, peut-être des canards sur le riz, peut-être des poissons dans la rizière. 16, 17, 20, 22 espèces intéressantes qui étaient utilisées et poussées en même temps. Et cela amène certains avantages aux fermiers. S'il mise tout sur une seule plante ou sur un seul produit, si les prix s'écroulent, il va avoir faim. S'il sort 20 produits différents du même lopin de terre, eh bien ce fermier ne va pas avoir faim si les prix s'écroulent sur un de ces 20 produits parce qu'il y a les 19 autres qu'il peut continuer à vendre. Et c'est sur cette base-là que le développement s'est fait. Et ce sont là les exemples qui doivent être suivis par Madagascar.
c'est les exemples de Taïwan et de Corée du Sud. Laissez tomber l'Ukraine, l'Australie et les États-Unis, c'est tout à fait autre chose et ce n'est pas approprié. Mais Taïwan et la Corée du Sud, qui étaient plus pauvres que Madagascar il y a 50 ans et qui maintenant sont aussi riches que l'Australie et les États-Unis, ça, ce sont les modèles à suivre.